Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 à la une de l'actualité ce mercredi. Conseil des ministres au palais présidentiel d'Abidjan Plateau, le chef de l'État rentré du Ghana dans l'après-midi a aussitôt présidé la rencontre. Il a entre autres été question du scrutin sénatorial annoncé pour le 24 mars prochain. Le mini-sommet des chefs d'État sur la monnaie unique s'est tenu aujourd'hui au Ghana. 6 chefs d'État, dont le président ivoirien, se sont retrouvés pour échanger. Qu'en est-il ressorti? Des réponses en début de journal. Une personne tuée, des habitations et infrastructures endommagées. C'est le triste bilan de la forte pluie tombée sur la ville de Bouaké dans la nuit d'hier. Un projet de loi sur l'asile et l'immigration présenté au Conseil des ministres ce matin en France. Le texte propose entre autres la réduction à 6 mois des délais d'instruction de la demande d'asile. Il est rentré d'Accra au Ghana. Le chef de l'État ivoirien y a pris part à la 5e réunion du groupe de travail présidentiel sur le programme de la monnaie unique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La rencontre s'est déroulée ce matin. Les 6 chefs d'État membres du groupe de travail présidentiel ont examiné une feuille de route commune pour accélérer le processus de création de cette monnaie unique. Aussitôt rentré, le président Alassane Ouattara a présidé un conseil des ministres cet après-midi. À l'ordre du jour de ce rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement, la situation sécuritaire dans la ville de Blot-les-Quins et la tenue des élections sénatoriales. Le conseil a annoncé la tenue du scrutin sénatorial pour le 24 mars prochain. Le point du porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Sur proposition de la Commission électorale indépendante, le collège électoral pour l'élection des sénateurs est convoqué le samedi 24 mars 2018. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 17 h. La durée de la campagne électorale est fixée à 4 jours. Cette campagne s'ouvre le lundi 19 mars à 0 h et sera close le jeudi 22 mars à minuit. L'élection des sénateurs a lieu dans chaque région, ainsi que dans les 2 districts autonomes, donc celui d'Abidjan et celui de Yamoussoukro. Cette élection a lieu au suffrage universel indirect. C'est une élection dont les électeurs sont les élus eux-mêmes, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux. L'élection se tient au suffrage universel indirect et au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans vote préférentiel ni panachage. À propos de ce scrutin, nous vous faisons lecture d'un communiqué de la Commission électorale indépendante. Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance numéro 2018-143 du 14 février 2018, le président de la Commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures à l'élection des sénateurs seront reçues dans la période du 23 février au 9 mars 2018 selon les dispositions prévues aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la dite ordonnance. Les conditions de candidature sont les suivantes. Être âgé de 35 ans au moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans, être inscrit sur la liste électorale, une déclaration personnelle de candidature en double exemplaire à télécharger sur le site internet de la CEI, www.cei-ci.org, est revêtu de la signature dûment légalisée du candidat. Un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité ivoirienne, un casier judiciaire, un certificat de résidence, une attestation de régularité fiscale, un reçu de cautionnement de 1 million de francs CFA au trésor public, une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature le cas échéant, une photographie noir et blanc de chaque candidat, une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat pour les personnes exerçant les fonctions ci-dessous. Les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, les magistrats,
les agents comptables centraux et départementaux, les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique, les fonctionnaires et les militaires et assimilés. Aucune liste de candidatures ne sera acceptée si elle ne comprend 2 candidatures. Toutes les pièces doivent dater de moins de 3 mois. Les dossiers sont reçus au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan, Cocody de Plateau, Carrefour Duncan, résidence Angoua, route d'Uzo, durant la période de réception des candidatures tous les jours de 8h30 à 17h. Pour toutes les informations, appelez au 22 52 89 89, 22 40 09 90, poste 138 ou 183. Fait à Abidjan le 21 février 2018 et c'est signé Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante. À présent, les conclusions de la 5e réunion du groupe de travail présidentiel sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. La rencontre s'est tenue aujourd'hui à Accra, la capitale ghanéenne. Viviane Aïma. Cette 5e rencontre de la Task Force présidentielle de la CEDEAO sur la monnaie unique, tenue ce mercredi 21 février à Accra au Ghana, a enregistré la présence effective de 4 chefs d'État. Les présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo, de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Niger, Mahamadou Issoufou, du Togo, Faure Esozimna Gnassingbé, le président de la République fédérale du Nigeria, étant représenté par le président de la Banque centrale nigériane. Il convient de rappeler que la Task Force présidentielle sur la monnaie unique a été mise en place en 2014 par la CEDEAO qui a désigné pour la conduire 2 chefs d'État, les présidents du Niger et du Ghana, qui sont de fait les coprésidents de ce comité de travail présidentiel. En 2015, la CEDEAO décidait d'élargir ce comité de travail au président de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Cette 5e réunion de la Task Force présidentielle ce mercredi 21 février se tient 4 mois après la précédente réunion qui s'est tenue le 24 octobre 2017 à Niamey au Niger. Elle a démarré ce mercredi par un huis clos exclusif des chefs d'État. Tout d'abord à Flagstaff House, le palais présidentiel du Ghana, où le président Akufo-Addo et ses pairs, membres du comité de travail présidentiel, se sont concertés avant la réunion ouverte qui a eu pour cadre le Centre de conférence internationale d'Accra. En ouverture, discours des 2 coprésidents de la Task Force, les présidents du Ghana et du Niger. Ils ont tous 2 réaffirmé la détermination de la CEDEAO à mettre en place la monnaie unique pour faciliter les échanges commerciaux entre les États de la communauté. L'échéance 2020 comme date butoir pour la réalisation effective de la monnaie unique est revenue constamment dans les discours des chefs d'État. En raison des retards accumulés dans l'exécution de la précédente feuille de route, une feuille de route révisée a été élaborée par les comités d'experts. Elle devait être soumise ce mercredi à la Task Force présidentielle pour être adoptée. Par ailleurs, une autre préoccupation, et non des moindres, le financement de la feuille de route. Ces différents aspects ont été examinés par les chefs d'État en séance de travail ouverte à leurs ministres. La feuille de route révisée a été adoptée par le chef de l'État à l'occasion donc de cette réunion de la Task Force présidentielle. C'est une feuille de route donc révisée qui permet de dire qu'en 2020, la monnaie unique de la CEDEAO sera une réalité. La feuille de route donc comprend 10 programmes et 35 activités qui ont été chiffrées à environ 5 millions de dollars. Il a donc été demandé de faire en sorte que ces ressources soient mobilisées. Immédiatement, un tour de table a été fait, une décision donc a été prise. Les États africains de la CEDEAO, les banques centrales, ont été donc mises à contribution pour verser donc le gap d'environ 4 millions à rechercher. Donc je peux donc dire que les activités contenues dans la feuille de route sont donc couvertes financièrement. Il reste simplement donc à les déployer. C'est ce qui va commencer dès le 2e trimestre
de l'année 2018. Ardent défenseur de la monnaie unique de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a apporté sa caution aux décisions de cette 5e réunion de la task force présidentielle de la CEDEAO dont il est membre actif avant de regagner son pays. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, la forte pluie tombée sur la ville de Bouaké dans la nuit d'hier a fait un mort et de nombreux dégâts matériels, habitations et infrastructures endommagées. Hassan Khan et Kader Segodogo. La pluie venait fortement et donc j'ai pris mon fils, on est sorti pour mettre l'enfant à l'abri. Et à mon retour, j'ai vu que la clôture de côté a cédé. Au moment où je demandais de secours là-bas, à la maison ici, le mur a cédé et mon mari et ma fille, elle aussi, elle a cassé la fenêtre pour s'accrocher à l'antivol. Et mon mari aussi, la pluie l'a emporté. Et jusque-là, on ne sait pas où il est. Hélas, Dame Afouekona Delphine ne verra plus son mari vivant. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur Bouaké dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 février 2018 a tué, faisant une veuve et des orphelins. Un riverain revient sur la tragédie. Depuis hier nuit, aux environs de 19h, la pluie a remporté un vieux. Donc ce matin, nous, les jeunes du quartier, on s'est réunis et on a pris le bafin en côte. On allait le retrouver juste à côté du barrage. Donc on a appelé les sapeurs-pompiers et puis ils sont venus prendre le corps pour envoyer à la mort. Bouaké, comme de nombreuses grandes villes, compte des habitations à risque, dans le lit des eaux, sous les poteaux à haute tension. En 2017, la pluie avait fait plusieurs victimes suite à des éboulements de maisons. Détruire des maisons à risque pour préserver des vies pourrait mettre fin à la tragédie. Après les affrontements du week-end dernier qui ont fait 2 morts à Bloléquin, le gouvernement a dépêché une délégation sur place. FBoué. C'est à la mairie de Bloléquin que s'est tenue la rencontre entre population, gouvernement et gendarmerie. La ministre Anne-Désirée Ouloto, fille et cadre de la région du Cavali, et le général Apollo Touré, commandant en second de la gendarmerie nationale, ont été les modérateurs. Au cours des différents échanges, la jeunesse de Bloléquin et le syndicat des chauffeurs de taxi-moto ont condamné les événements malheureux. Ils ont en outre exprimé leur exaspération quant au nombre pléthorique des corridors et les incessants rackets, tout en reconnaissant que tous leurs engins n'ont pas de pièces administratives. Ils ont donc demandé que les barrages soient supprimés. En réponse, le général Apollo Touré a notifié que nul n'a le droit de se faire justice, que force reste à la loi. Concernant le nombre de corridors, il a indiqué qu'ils répondent à un souci de sécurité et qu'une analyse en profondeur de la situation sera faite. Il a vivement recommandé aux propriétaires de mototaxis de se mettre en règle vis-à-vis de la loi. La ministre Anne-Désirée Ouloto a également condamné les violences ayant causé la mort de 2 personnes et le saccage d'édifices publics et des résidences préfectorales. Il n'y a aucune raison pour qu'on donne la mort à qui que ce soit. Aucune raison. Nous sommes dans un état de droit. Et quel que soit ce qu'on peut reprocher à un citoyen, il faut laisser la justice fait son travail. Une enquête est ouverte pour élucider l'affaire et situer toutes les responsabilités. En outre, le gouvernement a exprimé sa compassion à la famille du civil tué et aux blessés. Les émissaires du gouvernement, les cadres, les élus, les autorités administratives, les chefs coutumiers ont exhorté les différentes populations à tout faire pour préserver la paix et la cohésion sociale dans cette région de la Côte d'Ivoire. Voilà, une enquête est donc en cours afin de situer les responsabilités. Nous sommes aujourd'hui 21 février, la journée internationale de la langue maternelle. En Afrique, les langues maternelles sont généralement transmises par voie orale. Mais à l'aide de l'alphabet français, une éditrice littéraire a créé des syllabaires dans les différentes langues de Côte d'Ivoire, un moyen pour pérenniser nos langues au bénéfice des générations futures. Fidèle Aigné et Franck Quadio. Adji, qui signifie respect. On a le mot agban, qui signifie plat de bois. Parler sa langue maternelle
Un exercice pas toujours facile. Certains l'ont appris durant leur séjour au village, quand d'autres ne la parlent pas du tout. J'ai appris ma langue maternelle en allant les vacances au village. Voilà. Je parlais avec mes cousins et puis bon, c'est comme ça que j'ai compris, quoi. Je ne parle pas la langue maternelle avec mes enfants à la maison. L'Occident a pris le pas sur la tradition, ce qui fait qu'on ne fait que s'exprimer en français. La langue maternelle se transmet généralement par voie orale, or sa pérennisation s'impose. Mikal Drey, éditrice littéraire, se consacre depuis plusieurs années à la traduction par écrit de divers livres dans les langues ivoiriennes. Pour lire, parler ou écrire une langue maternelle, il faut selon elle maîtriser le syllabaire et la phonétique de nos langues. Nous utilisons l'alphabet phonétique international, c'est-à-dire l'alphabet qui est utilisé pour le français, pour l'anglais, pour l'allemand. Donc, vous avez le même alphabet. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas connaître ce que vous avez. En lisant la partie française et en faisant la comparaison avec la partie qui est en face, c'est la même histoire qui est racontée de deux côtés. Vous avez votre vocabulaire, vous avez la grammaire et vous avez tout ce qu'il vous faut pour parler votre langue. Dans cette librairie située au plateau, on y trouve des livres dans 33 ethnies de la Côte d'Ivoire. L'on peut également bénéficier de cours d'alphabétisation en langue pour allier, parler et écrire. L'alphabétisation, c'est la clé, effectivement, de l'apprentissage de nos langues. Parce que pour nos langues qui sont taxées d'être des langues orales, aujourd'hui, avec le travail des spécialistes et des linguistes, nos langues ont été décrites. Elles peuvent s'écrire et se lire. Lauréate du prix international UNESCO d'alphabétisation en 2013, Mikal Drey s'est assigné comme mission la promotion des langues ivoiriennes à travers le monde. La journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque 21 février, est pour l'UNESCO l'occasion de mettre l'accent sur la diversité linguistique comme élément clé pour le développement durable. Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des structures en charge des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH, appuyer les centres sociaux dans leur rôle de coordination, c'est le but des dons faits par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et le PEPFAR. Plus de 80 millions de francs CFA ont été offerts aux plateformes de prise en charge de ces enfants. Des dons en nature, entre autres un véhicule, 15 motos, 30 ordinateurs et accessoires et une vingtaine d'imprimantes. Dans l'actualité politique, le comité de direction du Rassemblement des Républicains a eu une rencontre au siège du parti. En première ligne, le point des dernières missions d'information et de sensibilisation et aussi les élections à venir. Abou Sanogo. Le RDR se prépare à aller aux élections sénatoriales et municipales. C'est ce qui ressort de la séance de travail du comité de direction du parti, présidé par sa présidente Henriette Dagri Diabaté. Il était important pour le RDR de comprendre déjà le processus électoral qui va s'ouvrir et ensuite voir un peu le chronogramme qui pourrait donc être officialisé. Le secrétariat aux élections, en rapport avec le vice-président chargé des élections, ont donné donc toutes ces informations techniques à l'ensemble des membres du comité donc, de direction. Maintenant que nous avons ces informations, le RDR prendra des dispositions en interne pour être à niveau au niveau de nos informations et donc des initiatives à prendre pour ces élections. Le RDR reste attaché au RHDP selon son porte-parole. Le comité de direction a suggéré qu'il y ait donc des contacts avec nos alliés du RHDP pour voir la formule pour ces élections. Nous pensons que pour une paix durable, pour le développement de ce pays, il nous faut aller au parti unifié RHDP. Touré Mamadou a donné la position de son parti sur la CEI. Le RDR rappelle donc que cette CEI est la conséquence d'un consensus entre les différents acteurs politiques ivoiriens. Le calendrier électoral tel qu'il a été proposé l'a été avec l'ensemble des commissaires de la CEI, y compris ceux de l'opposition. Nous nous en tenons à cela. Par ailleurs, le comité de direction du RDA a dénoncé la violence dans certaines localités du pays comme moyen de règlement de conflits locaux et encourage le gouvernement à œuvrer pour un retour au calme et a annoncé la tenue d'un séminaire sur la communication du parti à Yamoussoukro le samedi 24 février prochain.
Dans le domaine de l'entretien des routes, le ministre Amédée Kouakou est en campagne de sensibilisation dans le district d'Abidjan. Il s'est rendu dans les communes d'Atekoubé, Abobo et Yopougon, où il a pu voir plusieurs chantiers routiers. Mais il invite surtout les populations à respecter les servitudes et à éviter de boucher les couloirs d'assainissement. Lancine Bakayoko. Des tas d'immondices jetés dans les ouvrages d'assainissement, de l'eau sale déversée dans les caniveaux, comme c'est le cas ici à Yopougon-Andokwa. Des actes d'incivisme qui dégradent précocement nos routes communales, chèrement réhabilitées par le gouvernement. Il faudra que ces problèmes-là soient réglés. Parce que si ces problèmes ne sont pas réglés, tous ces investissements que le chef de l'État a accepté de faire vont se dégrader assez rapidement. Les maires doivent nous aider pour entretenir ces voiries. Nous, ce qu'on appelle entretien, c'est que les voies soient balayées, c'est que les caniveaux soient curés, de sorte que les eaux puissent s'écouler. À Atekoubé, à Bobo, tout comme à Yopougon, où le ministre des Infrastructures économiques est passé, des problèmes de sécurisation des servitudes existent. Les abords des routes sont devenus des garages, des magasins et des lavages automobiles, ce qui rend difficile la réalisation des chantiers, l'assainissement et le curage des ouvrages. La situation nécessite des décisions courageuses. Des opérations de déguerpissement vont ainsi être engagées pour sauvegarder les infrastructures routières et d'assainissement. Tous ceux qui ont branché leurs eaux usées sur les routes, évidemment qu'il faut les sanctionner. Le plan d'urgence mis en place par le gouvernement pour faire face à la dégradation accélérée de la voirie urbaine à Abidjan aura coûté plus de 70 milliards de francs CFA. Le décret portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire entre en vigueur le 1er avril prochain. Les usagers ont donc jusqu'au 31 mars pour se conformer aux dispositions contenues dans ce décret. En attendant, le gouvernement multiplie les rencontres avec les acteurs du transport. Francis Boifo. Matérialisation de toutes les procédures du guichet unique automobile, objet de cette rencontre entre le ministre des Transports, les représentants des ministères techniques, les armateurs, les consignataires, les transitaires et les transporteurs. C'est une mesure d'accompagnement du décret portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. On met beaucoup de temps donc, à sortir les véhicules, cela entraîne aussi donc des frais, au-delà même des dégradations qui sont souvent subies donc, par ces véhicules-là. L'objectif que j'ai fixé, c'est de passer de 12 semaines à 10 jours. Le décret portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés a été pris le 6 décembre dernier. Depuis, le gouvernement multiplie les échanges avec les acteurs pour sa mise en œuvre. Nous notons avec satisfaction la volonté du gouvernement de traduire en actes les propositions qui ont été faites pour que des mesures d'accompagnement fortes soient prises en termes de facilitation de tout ce qui est paperasse autour de l'importation des véhicules, en termes de dématérialisation de tout ce qui est procédure, pour que véritablement le consommateur, in fine, que nous sommes transporteurs, nous puissions acquérir des véhicules à moins de coûts, mais surtout des véhicules mécaniquement au point. Vous savez, nous les consommateurs, nous sommes victimes d'un système. Parfois, on fait venir un véhicule et par la faute des intermédiaires, il y a des pénalités, on n'arrive pas à payer, on est obligé d'attendre les ventes aux enchères pour aller racheter le même véhicule. Et ce décret va venir mettre fin à ces pratiques anormales. En Côte d'Ivoire, sur 60 000 véhicules mis en circulation chaque année, seulement 1209, soit 2%. Depuis ce matin, les responsables de 90 syndicats membres du Conseil international des dockers sont à Abidjan. Ils sont à la recherche de solutions afin d'améliorer les conditions de travail de cette corporation. Pour ceux qui se posent la question, à quoi reconnaît-on un docker en zone portuaire? Francis Boifo nous donne des réponses. Travail sur les quais dans les ports. Les dockers chargent et déchargent toutes les marchandises qui embarquent ou débarquent du bateau à l'aide d'engins de portage, mais le métier reste très physique. Dockers, occasionnels ou professionnels, ces acteurs des zones portuaires, surtout ceux d'Afrique, travaillent dans des conditions souvent difficiles.
La culture de la prévention n'existe pratiquement pas. Les travailleurs d'Okai sont les premiers à être en contact avec les risques. Chaque pays, en moyenne, il peut y avoir 300 à 600 accidents, quelquefois des accidents mortels dans l'année. On a des conditions de travail qui sont un petit peu mieux que ce qu'on peut constater dans les ports en Afrique en général. On est obligé de travailler sur des plans de prévention, des plans de circulation. On travaille également sur la prévention des expositions à différents risques, notamment les gaz toxiques. Formation, santé et sécurité au travail. C'est en substance ce que visent les dockers d'Afrique à travers cette rencontre d'Abidjan. Nous voulons bénéficier de l'expertise et de l'expérience de nos camarades parce que la prévention est un point essentiel. Quand vous prenez les statistiques de l'OIT, il est dit que 4% du PIB est consacré à la question de prévention. Le Conseil international des dockers Zone Afrique a été créé en 2010 au Ghana. Il regroupe 8 pays et compte plus de 15 000 membres. En Afrique du Sud, devant le Parlement hier mardi, le nouveau président a insisté sur la nécessité de mener à bien une réforme agraire. Elle serait destinée à panser les plaies du passé et à redistribuer des terres aux Noirs. Sujet au cœur du programme du parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC. Sidonie Davila. Selon une récente étude, le reste de l'économie sud-africaine, l'agriculture, est largement aux mains des descendants des colons. Les fermiers blancs détiennent 73% des terres contre 85% à la fin de l'apartheid. Face au Parlement, Cyril Ramaphosa, le nouveau président sud-africain, a promis d'accélérer la redistribution des terres aux populations noires. Il faut savoir cela, une occasion de redresser les injustices du passé, les divisions du passé, pour que tous ensemble, en tant que Sud-Africains, nous puissions avancer en sachant que nous nous sommes attaqués au péché originel. Nous nous sommes attaqués à ce qui nous divise. Et à présent, nous allons de l'avant pour le bien commun des Sud-Africains, en ayant résolu ce que les autres avant nous ont appelé un problème insoluble. Le président Ramaphosa a hérité d'un pays à l'économie atone avec un taux de chômage record, 27,7%. Il s'est fixé comme objectif de relancer la machine économique et de lutter contre la corruption qui a provoqué la chute de son prédécesseur, Jacob Zuma. Nous n'autoriserons pas des interventions qui s'apparentent à du vol. Nous ne le permettrons pas. Nous traiterons cette question de la même manière que nous avons toujours traité toutes les questions difficiles dans notre pays. Nous gérerons ce problème avec responsabilité, d'une manière qui ne portera pas atteinte à l'économie. Pendant son intervention devant le Parlement, le président Ramaphosa a aussi insisté sur la nécessité de mener à bien une réforme agraire destinée à panser les plaies du passé, un sujet au cœur du programme du parti au pouvoir, le Congrès national africain, ANC. 2 soldats français ont été tués et 1 blessé aujourd'hui au Mali dans l'explosion d'une mine artisanale. Le président français Emmanuel Macron a adressé à leurs familles et à leurs proches ses plus sincères condoléances et salué le courage des militaires français engagés au Sahel. Le ministre français de l'Intérieur a présenté ce matin en Conseil des ministres le projet de loi sur l'asile et l'immigration. Le texte propose entre autres la réduction à 6 mois des délais d'instruction de la demande d'asile et la reconduction à la frontière des personnes déboutées. Alexis Ouedraogo. Le projet de loi sur l'asile et l'immigration sur la table du Conseil des ministres ce mercredi. Un texte très critiqué par les associations d'aide aux migrants pour sa fermeté. Lundi déjà, le Premier ministre Édouard Philippe était à Lyon. Il a rendu visite à des réfugiés avant d'indiquer la volonté de la France d'améliorer leur accueil. On le sait, la France a une longue et une belle tradition d'accueil. Mais nous le savons aussi, notre pays n'est pas toujours à la hauteur de cette tradition, pour des raisons diverses, politiques, économiques, social, ça aussi c'est la réalité. Un projet de loi qui se veut équilibré. Il vise, s'il est adopté, la réduction à 6 mois de délai d'instruction de la demande d'asile et la reconduction à la frontière des déboutés. Autres mesures, les facilités d'expulsion, le doublement de la durée maximale de rétention à 90 jours. Le régime d'assignation à résidence lui aussi devrait être renforcé pour ceux à qui la demande de titre de séjour ou d'asile
est refusée. Toutefois, certaines mesures, même si elles sont minoritaires, sont saluées, notamment la création d'un titre de séjour de 4 ans au lieu d'1 an pour les réfugiés subsidiaires et apatrides, la protection renforcée des jeunes filles qui risquent l'excision, une installation facilitée des étudiants-chercheurs ou encore l'extension de la réunification familiale aux frères et sœurs. Après la présentation au Conseil des ministres, le projet de loi doit être discuté au Parlement en avril. Aux États-Unis, le plus populaire des téléévangélistes, le pasteur Billy Graham, est décédé ce mercredi à l'âge de 99 ans. Il a prêché des croisades d'évangélisation dans le monde entier. Surnommé pasteur de l'Amérique par George Bush père, il a été le conseiller spirituel de la Maison-Blanche pendant plus d'un demi-siècle. Et rappelons pour terminer que le Conseil des ministres de ce jour a annoncé la tenue du scrutin sénatorial pour le 24 mars prochain, ici en Côte d'Ivoire. Et merci de votre attention. Excellente fin de soirée à tous sur RTI 1.